dramaturges et hommes de théâtre écrivent rarement en pensant d'abord s'adresser aux universitaires. Lorsque Camus, dans sa préface de 1957 à l'édition américaine de son théâtre, suggère que l'on pourrait rapprocher l'état de siège des moralités du Moyen-Âge et des autos sacramentales de l'Espagne classique, il génère certes ce qui va devenir un lieu commun souvent repris par la critique camusienne, mais laisse assez perplexes les hispanistes spécialistes du siècle d'or, qui peinent à voir ce que pourrait avoir en commun la pièce expérimentale jouée avec l'insuccès que l'on sait au Théâtre Marigny en 1948 et le genre très codifié des autos auquel Calderón donna son heure de gloire au XVIIe siècle, théâtre religieux et allégorique que l'on jouait à l'occasion de la fête Dieu ou Corpus, et dont la finalité ultime était devenue la célébration du sacrement de l'Eucharistie. Assurément, la parenté entre la pièce de 1948 et un théâtre longtemps tombé dans l'oubli ne semble pouvoir se fonder que sur des liens assez ténus, à première vue comme au terme d'un examen plus poussé. Que l'affirmation de cette parenté ait pu éclairer une certaine idée du théâtre est néanmoins indéniable. Encore faudrait-il tenter de mieux définir ce que la pièce de Camus peut partager avec les autos, que l'on entendra ici dans leur version caldéronienne, dans la mesure où elle représente l'achèvement d'un genre, d'une part, et d'autre part parce que c'est là celle qui était la plus à même d'avoir pu inspirer un Camus, par ailleurs adaptateur de Calderón. L'assimilation que Camus tente à établir par ailleurs entre les moralités médiévales ou les mystères, on pense à sa note à l'avant-propos de la dévotion à la croix, et les autos, qui certes en procèdent historiquement, mais se développent surtout au siècle d'or, peut aussi étonner, dans une mesure moindre évidemment. Quelle idée se faisait Camus de ces formes théâtrales et d'où lui vient l'idée d'un rapprochement entre sa recherche de renouvellement et ce théâtre longtemps délaissé? Si sa connaissance et sa pratique du théâtre classique espagnol, la Comedia Nueva notamment, sont plus qu'avérées, aucun auto sacramental ne figure parmi les pièces qu'il a pu adapter, traduire ou représenter. Et l'on ne peut savoir précisément lesquels il a pu lire, de même qu'il est peu probable qu'il en ait vu représenter lorsqu'il écrit l'état de siège. J'avais trouvé un exemple d'une représentation du Grand Théâtre du Monde en Suisse en 1941, et il ne pouvait pas y aller. Certes, le genre tant apprécié des romantiques allemands avait suscité en Espagne, à partir des années 20 et au début des années 30, un intérêt nouveau, allant de l'édition de plusieurs autos caldéroniens par Ángel Balbuena Prat en 26 et 40, à plusieurs mises en scène du Gran Teatro del Mundo, à l'Alhambra de Grenade en 1924, à Madrid au Théâtre Espagnol avec Margarita Chirgun, actrice fameuse, et dans une mise en scène de Riouaj Cherif, en passant par l'intérêt, évidemment, porté par Lorca à la même pièce pour le répertoire de son théâtre ambulant La Barraca, ou encore des réécritures d'avant-garde du genre, notamment celle que fait Rafael Alberti dans El Hombre Deshabitado, représenté en février 1931. Mais quels échos précis de ce renouveau ont-ils pu parvenir jusqu'à Camus? Sans doute a-t-il pu en percevoir des échos dès son expérience au sein des groupes de théâtre qu'il anime à Alger dans les années 30. Mais quelle expérience d'une représentation a-t-elle pu nourrir cette conviction qu'il devait retrouver la théâtralité particulière des mystères et des autos, puisqu'il semble associer les deux notions? De façon tout à fait fortuite, la biographie d'Olivier Todd pourrait bien nous livrer une clé à cet égard, qui nous éloigne du champ espagnol, mais pas de ce type de théâtre allégorique. Lors de son voyage en Europe centrale, lors de l'été 1936, Camus assiste sur le parvis de la cathédrale de Salzbourg à la représentation d'un mystère moderne, la célèbre pièce d'Hofmannsthal Jedermann ou le jeu de la mort de l'homme riche, joué là traditionnellement depuis l'ouverture du festival en 1920 dans une mise en scène de Max Reinhardt inaugurée à Berlin encore avant 1920. La pièce allégorique est une réécriture de Leverman anglais, une moralité de l'époque Tudor, éditée au début du XVIe siècle, qui est probablement ce qui s'approche le plus dans le théâtre anglais de ce que seront les autos sacramentales et le Grand Théâtre du Monde en particulier.
Camus ne comprend pas l'allemand, mais assiste à la représentation en compagnie d'Yves Bourgeois, un normalien angliciste qui peut l'éclairer sur le sens de la pièce. Et cette représentation en extérieur, dans le cadre baroque de Salzbourg, a pu lui offrir une belle illustration de cette dramaturgie. On comprend mieux dès lors l'association dans son esprit des moralités médiévales et des autos, si le modèle en est initialement une réécriture de ce type de théâtre dans une mise en scène fameuse et un cadre prestigieux. Et l'apparente approximation du discours s'estompe, renvoyée à une expérience théâtrale fusionnant toute une tradition. Dans quelle mesure l'état de siège pouvait-il refléter cet intérêt pour le théâtre allégorique des autos? Le rapprochement opéré par Camus dans un paratexte écrit 9 ans après la production du spectacle est-il justifiable au vu d'une connaissance plus précise des autos que celle que pouvait avoir Camus? Tout d'abord, la mise en œuvre d'un grand nombre de moyens scéniques, tout comme l'idée d'un spectacle non confiné à l'espace d'une salle, semble pouvoir autoriser un tel rapprochement. L'examen ensuite du système des personnages et les limites évidentes de leur fonctionnement allégorique, à quelques cas près, marque en revanche un éloignement manifeste. Au-delà de ces critères objectifs, est-il permis d'envisager des parentés plus discrètes, sans doute fortuites et purement hypothétiques, dans la mesure où rien n'atteste que Camus ait effectivement lu des autos. On pourrait s'y risquer au bénéfice du doute, alors que plusieurs éléments de l'état de siège, liés à la dramatisation d'un conflit, les motifs de la peur et des formes du mal, peuvent en effet évoquer une série d'autos caldéroniens, échos discrets que nous nous proposons d'explorer pour tenter de donner plus de sens à l'intérêt supposé de Camus pour ce théâtre. L'idée d'un spectacle complet ou total, mettant en œuvre de grands moyens scéniques et mêlant les registres ou formes dramatiques afin de s'adresser à la collectivité, constitue effectivement un projet théâtral susceptible de générer un rapprochement entre l'état de siège et les autos sacramentales. Ces derniers étaient joués à l'occasion d'une fête religieuse, mais aussi civique, puisque les municipalités engageaient de fortes dépenses pour que le spectacle soit joué en plusieurs séances successives, souvent devant le roi, les conseils royaux, la municipalité et la population. La richesse des moyens scéniques prévus en 1948, la musique d'Arthur Honegger et les décors de Balthus, pouvait, en dépit du cadre conventionnel du théâtre marinier, évoquer cette mise en œuvre pour les autos. Les éléments sonores, notamment, ne manquent pas dans ceux de Calderón, comme dans le reste de son théâtre. Le recours aux cajas y trompetas, tambours et trompettes, en ouverture, y est fréquent pour souligner une situation de conflit guerrier ou suggérer un espace dramatique conflictuel. Et les autos peuvent reprendre là, à l'occasion, un procédé presque érigé en système dans les drames, comme on le voit dans La dévotion de la misa, Lo que va del hombre a Dios ou La piel de Gédéon, par exemple. Si dans l'ouverture de l'état de siège, la lancinante imitation d'une sirène d'alerte peut en sembler une transposition contemporaine, on sait que retentissent un peu plus loin les trompettes du héros du gouverneur, celle festive du marché, ou les tambours également festifs qui annoncent la représentation d'un faux auto. Je cite, un acte sacré de l'immortel Pedro de la Riva, Les Esprits. Travestissement de la comédie adaptée de Pierre de Larrivé, par lequel Camus fait référence à un autre travail théâtral de son cru, selon un procédé autoréférentiel fréquent chez les Espagnols du siècle d'or. Peu après, les thèmes sonores retrouvent la gravité menaçante de l'ouverture, la sirène repasse à l'aigu, des coups sourds viennent ponctuer la progression de la peste. L'auto pratiquait largement des effets sonores équivalents, à commencer par le fameux terremoto, vacarme sourd d'un tremblement de terre, marquant les scènes où l'on représente une répétition du péché originel, comme la contamination, là aussi, de l'homme par le poison du mal dans La nave del mercader. L'idée que le spectacle théâtral devait sortir des salles pour épouser l'espace public est une autre raison de l'intérêt de Camus pour les moralités et autos. Il envisagea d'effacer l'échec initial en faisant rejouer la pièce en plein air. Mais ce qui vaut pour les moralités médiévales vaut-il aussi pour l'auto? La représentation se fait bien sur une place publique, à Madrid, celle de San Salvador, puis la Plaza Mayor. Mais les indications relatives à la représentation, lorsqu'elles sont conservées,
ne mentionne qu'exceptionnellement un investissement de l'ensemble de la place, semblable à celui qu'autoriseraient les indications scéniques de l'état de siège. C'est le cas dans la Torre de Babylonia, qui devait être représentée à Séville en 1675, où des groupes de bergers, défenseurs de Noé, vont affronter des géants partisans de Nemrod, entrés par des issues opposées de la place. On note toutefois que l'indication initiale mentionne que la dite place doit être la más limitada que pueda, la plus restreinte possible. On demeure dans la logique de l'économie de moyens, qui est longtemps celle de la commedia, où une scène de foule consiste à remplir une scène de toute façon réduite, environ 8 mètres sur 4, par le salgan los que puedan, l'irruption conjointe du plus grand nombre d'acteurs disponibles. Si l'auto tente à investir une place, c'est d'abord symboliquement par l'utilisation de scènes ou décors multiples, les fameux carros, assurément somptueux comme savait l'être la fête baroque, mais pas nécessairement vaste. L'effet produit peut faire penser aux plans superposés du château d'Angers pour la dévotion à la croix, mais avec une plus grande concentration spatiale. Ainsi, si la nave del Mercader de 1674 voit se déployer pas moins de 4 carros ou décors mobiles, dont on a gardé la description précise, il est dit pour 2 d'entre eux qu'ils doivent pouvoir contenir 2 ou 3 personnages seulement. Le plein air n'était pas alors synonyme d'une grande expansion de l'espace scénique qui gagnait plus en richesse des décors et costumes lors des fêtes du Corpus qu'en volume. Du point de vue de la scénographie, on peut donc penser que le rapprochement suggéré par Camus se justifie plus par la diversité des moyens mis en œuvre en vue d'un spectacle complet que d'une extension de la scène. Le motif de la place du marché, notamment où l'on vient jouer l'acte sacré de la riva, ne correspond pas vraiment à la réalité de l'auto madrilène et caldéronien du moins. Dans la préface à l'édition américaine, Camus évoque également le caractère allégorique des autos, des spectacles allégoriques qui mettaient en scène des sujets connus à l'avance de tous les spectateurs, et revendique la dimension symbolique des personnages de l'état de siège. Sa pièce est pourtant assez éloignée d'un déploiement de figures allégoriques telles que la pratiquait l'auto, qui ne connaissait pratiquement que ce type de personnage, pouvant incarner entre autres l'homme, la nature humaine, le monde, la foi, la grâce, chacun des 5 sens, etc. Et pouvant également être lu à différents niveaux en fonction de l'argument ou des notions en débat. Or, dans l'état de siège, seule la peste s'apparente à proprement parler à une allégorie classique, pouvant représenter aussi des figures du mal politique, le totalitarisme et parfois, et plus précisément, l'occupation nazie. Les autres personnages peuvent revêtir une dimension symbolique plus ou moins marquée, sans pour autant être de véritables allégories. Ainsi, Nada, qui semble aussi initialement pouvoir évoquer le gracioso bouffon du théâtre classique, notamment avec sa bouteille, mais s'en éloigne par son nihilisme radicalement moderne, ne figure pas non plus le nihilisme ou encore le cynisme ou le mépris, autant de traits qu'il exprime à divers moments. Il fonctionne plus comme un personnage que comme une allégorie, comme le montre sa sortie de scène finale d'être désabusé, là même du mépris qu'il avait pu incarner un temps. Il est en tout cas loin des graciosos transférés de la commedia nueva à l'auto, relégué à un rôle de divertissement contenu et relié à la logique allégorique qui leur fait souvent incarner des figures comme l'innocence ou la bêtise. Le nombre de personnages mis en scène par Camus réduit aussi la possibilité de leur fonctionnement allégorique, qui se trouve dissous par un effet de dispersion. Le gouverneur, l'alcalde, le juge peuvent bien figurer un pouvoir compromis ou corruptible, ou paraître l'incarner tour à tour. Ce sont surtout des fantoches qui n'ont pas la force d'une allégorie. Aucun d'eux n'est le pouvoir, rôle usurpé par la peste. Quant aux figures du peuple, elles ressortissent davantage à la recherche d'un personnage collectif qu'elles ne peuvent rappeler ces seules incarnations dans les autos, ou pauvres, ou encore le paysan ou villano, le seul à y apparaître parfois décliné au pluriel. Camus est ici plus proche de la moralité moderne de Hofmannsthal, où l'examen du rapport à l'argent permet la déclinaison d'une série de figures, le voisin démuni, sa femme, le locataire, le cousin maigre et le cousin gras. La conception de la figure de la peste, en revanche, se situe bien dans la droite ligne d'une figure allégorique de l'auto. Le démon, qui pouvait apparaître d'une pièce à l'autre sous plusieurs noms,
est presque toujours assistée d'un savoir-faire ou adjuvant, la faute ou culpa en général, rappelé ici par la secrétaire. Soucieux de provoquer la répétition du péché originel, le démon frappe à l'occasion la nature humaine et ses diverses incarnations d'un mal équivalent à la peste, la lèpre ou encore la privation des sens qui tente à réduire l'homme à une statue inerte. Au niveau des formes du discours, le démon, à l'instar de la peste, affectionne le monologue quand il ne dialogue pas avec sa figure adjuvante. Pour évoquer les formes d'expression dramatique mentionnées dans l'avertissement avec le projet d'un théâtre qui les multiplierait, il convient de noter que Laoto, lui, ignore le chœur au sens classique comme voix de la collectivité. Il ne connaît à l'occasion que des voix chorales chantées, telles des chœurs chantants d'anges ou des voix polyphoniques dont la présence demeure limitée et dans un nombre restreint d'autos. Ce n'est pas dans tous les autos. C'est moins par là que par le biais de la polymétrie, langage également propre à la Commedia Nueva, ou du mélange des genres qui se transmet également de celle-ci à l'auto pour y introduire des pauses de divertissement destinées à alléger la forte dimension didactique, que l'auto manifeste cette multiplicité formelle souhaitée par Camus dans le spectacle théâtral. Et là, je me souviens de ce que disait Pierre-Louis Gray ce matin, qui trouvait dans l'état de siège l'exemple finalement assez peu de choses au début, l'histoire du poissonnier. Finalement, dans les autos, la proportion de plaisanteries de ce type n'est guère plus grande. Souvent, le jeu est plutôt d'un autre type, plus élaboré, comme construire des jeux d'identification à partir des couleurs, quelle vertu va s'identifier à telle ou telle couleur, par exemple. Plus des jeux que ce type d'humour. Donc, le mélange des genres n'est de toute façon le plus souvent que ponctuel. Cette diversité peut même intégrer jusqu'au jeu muet que Camus mentionne aussi dans l'avertissement, autrement dit le mime, présence a priori improbable dans ce théâtre avant tout discursif, rhétorique et raisonneur. C'est le cas exceptionnel, il est vrai, dans El Diablo Mudo, lorsque la stupeur du pécheur privé de ses sens, muet en vivante statue selon un topos maintes fois répété dans les autos, et pour une fois appliqué à la lettre. Les autres figures y décrivent l'homme présent sur scène, mais effectivement privé de la parole, gémissant, trébuchant, tel un aveugle qui passe sans les voir à côté de la pénitence, la connaissance et la foi. Sa gestuelle de possédé, nous dit le gracioso appetito, lui fait produire plus de gesticulation, je cite, qu'une boutique de barbier, une halle de fripier ou une assemblée de duègnes. Si la troupe réunie au Théâtre Marigny avait dû servir l'adaptation de cet auto hors norme, on peut parier que Marcel Marceau aurait trouvé là un rôle plus à la hauteur de son talent que celui du convoyeur des morts. Le bref aperçu des points communs éventuels entre l'auto sacramental et l'état de siège, tant au niveau du dispositif scénique que du fonctionnement des personnages et des formes d'expression, ne permet guère, on le voit, d'étayer de façon substantielle le rapprochement postulé par Camus et une bonne partie de ses critiques. Mais d'autres éléments ne pourraient-ils être évoqués, plus discrets sans doute, mais qui pourraient faire émerger une affinité plus secrète au-delà des évidentes différences d'époque et de contexte. Certes, on ne peut qu'adhérer a priori à l'objection fondamentale que Pierre-Louis Ray, dans sa préface à son édition Folio Théâtre, soulève face à la litanie de la critique reprenant le rapprochement de la pièce avec les autos. Il le redisait ce matin, ces derniers ont pour viser la proclamation d'une vérité unique qui toujours les conclut. Le triomphe du bien et de la foi catholique, la célébration du Christ Rédempteur et du sacrement de l'Eucharistie. Une univocité essentielle éloignerait ainsi le genre sacramentel de la pièce de 1948. Calderón avait pourtant bien compris que cette univocité n'était pas la meilleure solution dramaturgique pour transmettre son message. Et il s'est plu à promouvoir une figure porteuse d'un véritable conflit dramatique, riche d'une force troublante qui bouscule le didactisme au bénéfice du plaisir du théâtre. Il s'agit bien sûr de cette figure du démon, dont l'emploi se généralise à partir des autos des années 1650 comme le grand fauteur de troubles, le pouvoir coupable et effrayant
qui cherche à s'ériger en meneur de jeu, voire s'apparente d'emblée au metteur en scène d'une représentation au sein même de la pièce, que seul pourra déjouer l'intervention d'un Christ toujours déguisé par l'allégorie, pèlerin, prince ou marchand. Le démon, Luzbel ou Lucifer, toujours assisté d'un faire-valoir toujours tout aussi troublant, la faute, culpa ou parfois la colère, se caractérise par la puissance du discours qu'il instaure. Un discours issu d'un monde de ténèbres et d'effroi par lequel il entend faire régner la peur. Bon, je n'ai pas eu le temps de vous faire un exemplier qui aurait été bilingue, mais je pense que la traduction aurait été médiocre, donc ça sera bref, mais c'est l'ouverture par ce Lucifer précisément de La cura y la enfermedad autour de 1657. Les premiers mots de la pièce. Ah, del confuso horror, cuna del pasmo y tumba del temor, pena horrible y cruel del susto infame, del asombro infiel, escuela del penar, mansión del llanto, causa del pesar, reino de confusión, Babel del siglo, lóbrega región del espanto, el dolor y la impiedad. Et il continue, en fait, il est en train de s'adresser à son double, à la faute qui est ainsi présentée. J'abrège, mais il faut se dire que ce type de discours occupe généralement une première scène entière à partir de ces années 1650 et en plus est susceptible de reparaître souvent par des effets de copie, de copier-coller, parce que d'une année à l'autre, souvent pas il laisse passer quelques années et il se cite abondamment. Le parallélisme avec la peste dans l'état de siège est d'autant plus envisageable que l'imaginaire des deux théâtres offre d'autres points communs. La ville assiégée, que Camus prend pour cadre, Cadix, presqu'île entourée de remparts, fait écho à l'obsession obsidionale d'une Espagne classique qui se sentait cernée par les périls et l'hérésie. La ville assiégée est ainsi le cadre de plusieurs autos. El Socorro General, 1640, El Cubo de la Almudena, 1651, qui intègrent les remparts à l'espace scénique. La peur au cœur du discours, souvent inaugural du démon, exacerbe sur scène les peurs du public, le péché et l'hérésie, mais aussi les éléments déchaînés dans un évident processus cathartique. En ouverture, le démon peut souvent apparaître en mesure de triompher, tout comme la peste dans le soliloque qui clôt la première partie, avec cette richesse ambivalente du discours soulignée par Jean-Louis Barrault. L'un comme l'autre impose un langage que la figure christique dans l'un, Diego dans l'autre, devront défier pour faire triompher le leur. Nada évoque à un moment donné les deux langages qui s'affrontent dans cette ville. On objectera sans peine que le parallèle entre ces deux siècles de peur, le XVIIe et le XXe, est assez superficiel, même si Camus ne l'aurait sans doute pas rejeté, qui fait dire à Diego « Ne raille pas leur tête baissée, car voici des siècles que les comètes de la peur passent au-dessus d'eux. » Quand l'auteur met en scène l'effroi en ouverture, ou l'entretien en montrant les manigances du démon, le public sait que l'issue de la pièce le dissipera. Celui de Camus, par contre, sait que le mal peut l'emporter, que l'ordre cynique de la peste a régné et règne en bien des lieux. La peur a pris du galon, en quelque sorte. La tâche de Diego n'est certes pas aussi simple que le triomphe assuré, car toujours répété, du Christ, et néanmoins, d'un auteur à l'autre, je veux dire. Et néanmoins, le héros de Camus s'apparente aussi à un sauveur. À la fin de la deuxième partie, il dénoue le bâillon d'un malade bâillonné et lui rend symboliquement la parole, comme le pèlerin rend la parole et l'usage des sens à l'homme possédé dans El Diablo Mudo. Il n'est pas innocent que le malade auquel Diego retire son bâillon soit aussitôt identifié. C'est le pécheur qu'un accent circonflexe seul distingue de l'homme de l'auto. Et puis on sait depuis quelques jours que l'accent circonflexe, c'est peu de choses. Assisté de Victoria la bien nommée, Diego triomphera en mourant après avoir enduré les souffrances d'une nouvelle passion. Voici les marques. Elles font mal. Diego regarde avec horreur les marques qui sont à nouveau sur lui. La peste parle, prête à régner une autre fois, tout comme le démon s'éclipse généralement à l'issue des autos, le châtiment demeurant réservé à l'hérésie.
La dramatisation du conflit retrouve là, de façon évidente et peut-être inconsciemment, on laisse aux Camusiens le soin d'en juger, le modèle catholique de l'ordo caldéronien. C'est peut-être paradoxal qu'un caldéroniste athée fasse ressurgir une structure chrétienne chez Camus, mais bon, je vous laisse le soin de juger. En conclusion, dans son introduction aux actes du colloque de 88, Camus et le théâtre, Jacqueline Lévy-Valency écrivait que chaque pièce de Camus contient une interrogation sur les pouvoirs du théâtre et considère que dans l'état de siège, tout le problème de savoir qui de la peste ou du peuple, de la secrétaire ou de Diego, arrivera à imposer son texte, sa dramaturgie, sa représentation de la vie, sa conception de l'homme. Camus avait-il lu ce Diablo Mudo et son démon metteur en scène de l'asservissement de l'homme? Que la parole du pèlerin parvient à libérer, quand la figure christique sort vainqueur, de l'affrontement de deux langages. Pensait-il à d'autres versions de ce conflit de l'homme et du démon, conflit qu'il remet en scène? Ou bien sa création ne retrouve-t-elle cette matière dramatique que de manière fortuite, pour avoir respiré ailleurs le souffle de Calderón et du théâtre espagnol classique? Cette dernière réponse est la plus probable, une rencontre fortuite et un rien borgésienne de Camus avec la dramaturgie espagnole, la réécriture inconsciente d'un théâtre entrevu, perçu par intuition, et qui aurait nourri l'idée de ce parallélisme, par ailleurs assez difficile à étayer, sur des critères plus objectifs.